Bélier Nabli, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes cofondateur du site chronique.fr. Alors la Tunisie, 7 ans quasiment jour pour jour après avoir chassé Ben Ali, la Tunisie est en proie depuis plusieurs jours à de violentes manifestations. Voilà, dans tout le pays, on voit la carte. Bélier Nabli, que se passe-t-il en Tunisie ? Il se passe ce que tout le monde attendait, à savoir que finalement, la population réagit à une forme de statu quo du point de vue économique et social. C'est-à-dire que finalement, l'agenda, les revendications qui s'étaient exprimées en 2011 ne se sont toujours pas concrétisées. Une forme d'impuissance du pouvoir politique depuis la Révolution à traduire en actes, finalement, les engagements et les revendications exprimées par la population. Ne sont non seulement les couches populaires, mais aussi les classes moyennes. Il y a surtout une hausse de la TVA, là, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Concrètement, la question de l'emploi, du chômage reste prioritaire, naturellement, mais vous avez une montée en puissance de la problématique de l'inflation qui est galopante, plus de 6% pour la fin 2017, une inflation qui pèse sur le quotidien des Tunisiens, qu'ils appartiennent aux couches populaires ou à la classe moyenne, subissent vraiment une situation qui ne supporte plus. Et donc le discours d'austérité budgétaire, le discours appelant à la responsabilité de chacun et à la patience, est un discours inaudible pour la population aujourd'hui. Je vous propose, Bélier Nabli, d'aller en Tunisie. On va écouter quelques témoignages de gens effectivement très déçus, 7 ans après la chute de Ben Ali. On proteste contre la hausse des taxes et des prix. On rejette les nouvelles augmentations décidées par le gouvernement. Depuis la révolution de 2011, on a eu 10 gouvernements et rien que des promesses de liberté et de démocratie. En 7 ans, rien n'a été réglé. Les politiciens continuent de profiter de la vie et de regarder d'en haut les pauvres. Voilà, vous voyez, il y a une critique politique. Le mouvement s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» Est-ce que c'est « Qu'est-ce qu'on attend pour renverser le régime à nouveau ?» Ça peut aller jusque-là ou pas ? Non, c'est plus un message à l'endroit de la classe politique. C'est qu'est-ce que vous attendez pour agir efficacement ? C'est une mise en accusation par rapport à l'inefficacité de l'action politique des gouvernements successifs, comme ce qui a été dit. Et c'est cette mise en accusation de l'impuissance politique qui pose problème aujourd'hui. Mais il n'y a pas de baguette magique. Ils vont pas créer, parce qu'on sait qu'il y a du chômage, on ne va pas créer ex nihilo des usines en Tunisie. C'est ça le problème ou c'est autre chose, la corruption ou... Non, c'est le discours du gouvernement aujourd'hui, à savoir l'appel à la patience, sauf que là, ça fait quand même près de 7 ans et que, d'une certaine manière, les politiques mettent en avant les progrès démocratiques et politiques et ils sont indéniables. La Tunisie demeure une expérience exceptionnelle dans le monde arabo-musulman. La transition démocratique repose sur des réalités, nouvelle constitution, garantie des droits et libertés, mais c'est le contraste et le décalage avec la situation économique et sociale qui est devenu insupportable. C'est-à-dire que l'argument de la transition démocratique ne peut plus étouffer les questions économiques et sociales qui, elles, n'ont pas évolué. Donc, si je vous comprends bien, politiquement, la transition démocratique est un fait et quelque chose d'acquis. Et ça, c'est vrai, c'est finalement le seul pays arabe dont le printemps aura accouché d'une démocratie. Mais vous dites économiquement, en revanche, finalement, c'est pas mieux, c'est même pire que du temps de Ben Ali. On ne peut pas parler encore d'acquis démocratique, mais en tout cas d'un processus qui a avancé incontestablement avec des réalisations. Mais ce processus de transition politique contraste encore une fois avec le statu quo et le déficit d'évolution en matière de progrès social. Nous avons toujours une jeunesse, une société extrêmement jeune, mais dont la jeunesse précisément n'accède toujours pas au marché du travail. Vous avez près de 30% des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui sont encore au chômage. Et c'est eux qui nourrissent à la fois ces manifestations, c'est eux aussi qui décident par désespoir de s'inscrire dans la voie de l'immigration clandestine, ou pour ceux qui sont vraiment diplômés dans certains secteurs, décident l'immigration légale lorsqu'elle est possible. C'est-à-dire l'immigration légale, dans les hôpitaux à Paris, parce qu'on a beaucoup dit qu'en Tunisie, il y avait un système éducatif assez performant, donc on forme des universitaires, mais sauf que derrière, il n'y a pas d'usine. C'était un petit peu l'impasse de l'époque Ben Ali. Et du coup, quel est l'horizon aujourd'hui quand on sort de l'université à Tunis pour un jeune ? Vous dites 30% de chômage. Donc oui, ce qui met en cause, c'est plutôt le décalage entre la nature et le niveau des formations et la nature du marché du travail. C'est-à-dire qu'on ne forme pas les bonnes personnes pour les bons secteurs. Et c'est ce décalage-là, ce contraste-là qui nourrit finalement le chômage massif et endémique. Et donc le ressentiment, et donc de l'immigration légale pour le coup, vous voulez dire parfois qu'il y a beaucoup aussi, on parle beaucoup de l'immigration clandestine, y compris pour ce qui est des jeunes Tunisiens, mais un certain nombre
fuit, j'allais dire, mais décide de partir, et donc le pays est confronté à la fuite de ses cerveaux. Un mot quand même sur cette transition démocratique dont vous dites qu'elle est aboutie. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Le président tunisien a 91 ans. Vous savez que c'est le président en exercice le plus âgé au monde. Je dis ça, est-ce qu'il n'y a pas un décalage avec une population très jeune? Non. Encore une fois, je n'ai pas parlé de transition aboutie. Par définition, une transition n'est jamais aboutie. Mais incontestablement, la dynamique est là, la dynamique démocratique est là, mais elle n'est pas acquise. Et précisément ce à quoi on assiste, cette frustration-là, cette déception-là, fait planer une épée de Damoclès sur la démocratisation du pays. Et par ailleurs, pour répondre à votre question sur l'âge du président, effectivement, c'est un contraste avec la jeunesse de la société tunisienne qui est marquant. Et d'ailleurs, c'est ce qui est mis en avant. Mais il faut rappeler que ce dernier, le président Beji Caïd Essebsi, n'a toujours pas écarté l'hypothèse d'une nouvelle candidature. Ah bon, à 91 ans? Ce qui serait, pour le coup, symbolique de l'accusation actuelle, consistant à dire que la classe politique est hors sol et coupé d'une certaine manière avec la réalité de la population. Est-ce que les islamistes d'Ennahda, qui sont tapis, non, est-ce qu'ils pourraient capitaliser sur cette frustration et essayer de revenir ou d'accéder au pouvoir? Pas de revenir, justement, de mettre à mal la laïcité qui recule, point d'interrogation, en Tunisie? Alors, pour répondre à vos deux questions, effectivement, ils sont tapis tout en précisant qu'ils font partie de la coalition gouvernementale. Ils ont accepté de jouer le jeu ils ont accepté la main tendue par le parti majoritaire qui se dit néo-bourguibiste et moderniste, Nida Tounes, donc au pouvoir. Mais dans le même temps, ils sont effectivement très prudents, ils sont en retrait. Ils attendent finalement l'échec de cette expérience-là, du gouvernement en place, pour finalement essayer de revenir au pouvoir. C'est ce qu'ils ont décidé, c'est leur stratégie depuis le départ. Ce sont des animaux politiques, tout simplement. Mais dans le même temps, on ne peut pas dire qu'ils attendent et ils n'ont comme objectif seulement une remise en cause de la laïcité, encore que le terme n'a pas vraiment le même sens que celui qu'on connaît ici en France. Ce n'est pas la priorité ou la marque de fabrique d'Ennahda aujourd'hui. Comment les Français sont perçus aujourd'hui en Tunisie? L'ex-puissance coloniale, est-ce qu'il y a du ressentiment, Non, il n'y a pas ce réflexe un peu consistant à attendre une intervention salvatrice de l'extérieur. Au contraire, le fait que les gouvernements successifs se soient tournés vers les organisations internationales et les chancelleries occidentales pour des aides financières d'urgence, c'est un réflexe qui a été accepté dans un premier temps, puis progressivement il y a un débat public qui est monté et consistant à dire attention, mais finalement qui va payer in fine, c'est bien nous, et c'est ce à quoi on assiste, puisqu'il faut rappeler que la loi de finances de la TVA, c'est pour rembourser la dette et les emprunts du FMI. Et pire que ça, c'est que le FMI avait conditionné l'acceptation de la dernière ligne de crédit de 2,4 milliards à une politique d'austérité. Ces images-là qu'on voit de manifestations, est-ce que c'est de nature à saper le tourisme qui commençait à aller mieux, non, en Tunisie? Oui, par définition, le secteur touristique est très sensible à ce qu'on appelle la stabilité d'un pays. Donc, la Tunisie risque de payer à nouveau un coût économique à cette crise essentiellement politique et sociale. Mais voilà, ce sont des citoyens, ils assument aussi le destin de leur pays. S'ils ont quelque chose à exprimer, ils ne doivent pas, d'une certaine manière, s'abstenir au nom de la garantie d'un secteur économique particulier. Quand on va dans un pays en tant que touriste, on aime bien se sentir en sécurité. Je vois qu'il y a eu 600 arrestations suite à ces manifestations en Tunisie. Il y a un État fort, il y a une police omniprésente Alors, la Tunisie est traditionnellement présentée comme un État dont le service de sécurité, les services de renseignement étaient forts du temps de Ben Ali. Puis avec la Révolution, on a eu un affaiblissement de cet appareil sécuritaire avec un coup, c'est la série d'attaques terroristes. Et par contre-coup, on a mis en accusation cet affaiblissement. Et paradoxalement, la population qui s'était retournée contre la police pendant la Révolution en a appelé un retour, non pas à un État fort, mais un service de police digne de ce nom. Merci beaucoup, Bélir Nabli. Et puis je précise votre livre qui parle justement de la place de l'État et qui s'intitule L'État, droit et politique. C'est aux éditions Armand Collin. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint qui revient sur le scandale Lactalis. Comment des produits suspectés d'être contaminés à la salmonelle ont-ils pu se retrouver commercialisés dans les rayons de la grande distribution? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Scandale Lactalis. Les consommateurs sont-ils en danger?